Bonjour à tous, donc je me présente Gaëlle Offred, donc moi je suis en charge du développement du service achat DLR. Et donc aujourd'hui, je vous propose de faire cette présentation en compagnie d'Alexandre et d'Emmanuel de chez SFR, que du coup j'invite à se présenter un peu plus largement. Je commence. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Emmanuel Sutz. Je fais partie de d'SFR Business depuis maintenant 5 ans. Et je gère tout ce qui est grand compte. Donc c'est ce qu'on appelle les entreprises de plus de 100 salariés et tout ce qui est marché public. Donc répondre aux appels d'offres des marchés. Voilà. Voilà, et pour ma part, moi je m'appelle Alexandre Etienne. J'accompagne les commerciaux de l'équipe SFR Business de Lyon sur la partie avant-vente, donc sur tout ce qui, quand il faut designer des solutions, quand on parle de choses un petit peu plus complexes techniquement, je suis là pour les accompagner, pour les épauler. Je reprends la parole 30 secondes. Bonjour Jean-Louis Grimaldi, Hervé Rebolo, l'appareil. Bienvenue. Tu veux bien couper ta caméra, Jean-Louis? Merci. Ce que je propose, c'est que ceux qui ne sont pas à l'écran coupent leur caméra et leur micro. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait, merci Hervé. Donc aujourd'hui, nous allons aborder avec vous une thématique qui est très actuelle, car c'est celle de la cybersécurité. Donc on sait, on en parle, les attaques n'ont jamais été aussi nombreuses et ça s'est particulièrement accru pendant la crise sanitaire. Et surtout, ces attaques aujourd'hui concernent un grand panel d'entreprises, de la TPE, PME au grand groupe, où vraiment toutes les tailles d'entreprises sont concernées. Donc aujourd'hui… Gaël, je t'interromps. Je vous confirme que le secteur DLR, depuis 6 mois, les vols et les escroqueries ont explosé, ça on s'en doutait, on le savait. Et à notre grande surprise, on a peut-être été un peu naïf, on constate que la cybercriminalité fait des dégâts dans nos rangs. Donc on a des vols, on a des escroqueries et maintenant on a de la cybercrime. Tout à fait. Et ben du coup, voilà, c'est pas uniquement que dans votre secteur, ça concerne vraiment tous les secteurs. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important du coup qu'on puisse aborder cette thématique avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, du coup, SFR intervient en tant qu'expert et le but, ça va être de vous partager un petit peu des bonnes pratiques, donc pour certaines très basiques, mais qui peuvent être facilement mises en place dans vos entreprises, et également de pouvoir aller un petit peu plus loin avec ce que propose SFR en termes de solutions plus techniques. Donc du coup, Hervé l'a rappelé, je vous propose de couper vos micros et si vous avez des questions, donc soit de les adresser directement dans le chat, soit éventuellement, si ça donc un lien direct avec ce qu'on est en train d'évoquer, d'allumer du coup vos micros pour la poser en direct, mais du coup plutôt de privilégier le chat dans l'absolu. Sachez également que du coup, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez visionner le replay un peu plus tard et il vous sera notamment ajouté dans la newsletter du service achat qui va suivre ce webinaire. Également, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre pendant ce webinaire pour des questions de temps ou parce que trop technique, etc., pas de panique, on répondra à tout également dans cette newsletter avec un onglet spécifique. Donc du coup, si je reviens au sujet de ce webinaire, aujourd'hui, je suis avec SFR. Donc vous connaissez tous SFR pour leurs offres de téléphonie, que ce soit sur la téléphonie fixe ou la téléphonie mobile. Mais aujourd'hui, c'est dans sa qualité d'expert de la cybersécurité qu'intervient SFR. Et du coup, je vais commencer par une question assez basique. Donc, on sait, du coup, on l'a dit, Hervé l'a rappelé, les risques cyber n'ont jamais été aussi importants. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus quels sont les facteurs qui expliquent, du coup, la hausse de ces phénomènes? Alors en effet, Gaëlle, la sécurité est un vrai sujet pour les entreprises, comme tout le monde le dit et le sait, et les entreprises de toute taille. Il n'y a vraiment pas de règles là-dessus. Le haut et très haut débit vous permettent d'accéder aujourd'hui à de nouveaux services et ainsi de renforcer votre compétitivité et de faciliter la vie de vos collaborateurs qui utilisent donc le réseau informatique et bien sûr de ceux qui le maintiennent. Cela permet notamment de connecter plus d'appareils, proposer à vos collaborateurs des services de messagerie, de visio, de cloud, d'échange de données, pour ainsi donc augmenter votre productivité. Désormais, vous avez de nombreux utilisateurs qui vont travailler à distance et bien sûr, ça va rester, ça va continuer. Donc, on peut utiliser depuis n'importe où et depuis n'importe quel appareil les données. Alors effectivement, Emmanuel, bonjour à tous. Les usages se multiplient, cela augmente les risques de cyberattaque. On utilise de plus en plus Internet, ça c'est une fatalité, et de plus en plus d'applications également, ce qui implique des risques de cyberattaque, et ce qui ouvre plus de portes d'entrée pour les pirates. C'est donc autant de facilité pour les cybercriminels qui peuvent ainsi mener à bien leur malversation plus rapidement et sans prendre trop de risques.
Merci. Et du coup, si on avait des exemples un peu plus précis en termes de chiffres, qu'est-ce que du coup ça donne dans l'absolu cette hausse des risques cyber? Alors, on a constaté une explosion en fait du nombre de cyberattaques depuis 2021. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 255% d'augmentation des ransomware. Alors, pour rappel, une attaque ransomware, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque qui consiste à crypter les données de l'entreprise et le cybercriminel vous demande une rançon pour décrypter ces données pour que vous puissiez y retrouver accès. C'est également une augmentation de 400% du phishing. Alors, pareil, le phishing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une arnaque qui consiste à récupérer vos données personnelles. Donc, ça prend quelle forme? Souvent, on reçoit un mail qui est aux couleurs pour exemple, aux couleurs de votre banque, qui vous demande de vous loguer. Et en fait, ce n'est pas votre banque, mais on récupère vos données et on les utilise par la suite. Donc, ces chiffres sont un peu effectivement très, très importants. Mais c'est la crise sanitaire actuelle et le télétravail qui a considérablement accru la vulnérabilité des services informatiques des entreprises, puisqu'il y a plus d'équipements un peu partout. Et les PME sont particulièrement sensibles parce qu'elles ne disposent pas des systèmes de sécurité des grandes entreprises. Et souvent, les impacts pour une PME sont considérables, puisque c'est la fuite de données sensibles, c'est la paralysie de l'activité, sans parler de la pression sur la trésorerie et de la perte de confiance des clients, ainsi que ça peut aussi aller jusqu'à la faillite quand c'est vraiment très, très grave. Grosso modo, il faut environ 30 minutes pour pirater une entreprise. Et puis, je vous laisse prendre connaissance des 5 risques cyber qu'on a identifiés. Merci pour ces informations. Et en termes si on devait donner des exemples un peu plus précis d'attaques qui auraient eu lieu récemment, est-ce que Emmanuel, tu pourrais nous citer quelques exemples d'attaques? Oui, évidemment. Il y a eu une publication, un article de Mail in Black qui a démontré les attaques les plus importantes qui ont eu lieu par le biais de très gros virus. On a l'exemple, par exemple, de la franchise de Saint-Gobain qui a vu son activité complètement paralysée suite à l'attaque du virus qu'on appelle Petya, si certains en ont entendu parler, qui est, Alexandre en parlait, un ransomware qui donc vise à chiffrer les données et qui utilise notamment les ordinateurs qui ont Windows en logiciel pour donc bloquer l'activité et demander une rançon par la suite. On a aussi le virus NotPetya qui lui a touché des grands groupes, comme quoi ça touche vraiment toute entreprise, comme la SNCF, Auchan ou encore Nivea. Et on a des chiffres qui font peur, mais qui a fait perdre effectivement plus de 400 millions de dollars au groupe TNT Express. Pour revenir dans le régional, on va dire, on a une attaque ransomware qui a eu lieu à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, assez connue en début d'année 2021, et qui a entraîné paralysie de l'activité, donc informatique coupée, téléphonie, messagerie à l'arrêt. Donc, emploi du temps complètement chamboulé pour les opérations. Ils ont dû décaler, s'adapter. L'enjeu, pour le coup, a été vraiment vital puisque c'était la diffusion de données confidentielles de patients. Donc, c'est vraiment très, très sensible. On a eu aussi, toujours côté région, la ville d'Annecy et l'agglomération d'Annecy qui, à quelques mois d'intervalle, ont été victimes d'une cyberattaque. Là, pareil, ça provoque des services qui fonctionnent au ralenti, voire même un retour, dans leur cas, au formulaire papier. Donc, personne n'a envie de revenir au formulaire papier avec toutes les innovations qu'on a eues. Et puis, des lignes fixes injoignables. Et du coup, une image forcément qui en prend un coup puisque les citoyens pouvaient, quand ils allaient se connecter sur le site de la ville d'Annecy, ils voyaient un message « Nous sommes victimes actuellement d'une cyberattaque, demande de patienter ». Donc ça, voilà, c'est pas terrible pour l'image. Voilà. Et puis, très récemment, là, sur ce début d'année 2022 déjà, on a la Croix-Rouge qui a annoncé aussi être victime d'une cyberattaque contre leur serveur informatique et qui a compromis les données personnelles de plus de 515 000 personnes. Donc, ce qui est considérable. Pour donner un dernier exemple qui parle, je pense, à tout le monde, c'est le fameux petit SMS que vous voyez sur le côté de la slide. Ça s'appelle le smishing.
encore un terme un peu farfelu. Le smishing, c'est le fait de s'attaquer à des abonnés. Donc là, en l'occurrence, c'est les abonnés Free Mobile par SMS. Donc on envoie en fait un SMS frauduleux. Dans ce cas de figure, c'est pour signaler que leur compte en fait client est temporairement limité pour des raisons de sécurité et donc qui vous invite à aller confirmer vos données personnelles sous 24 heures. Donc ça, évidemment, c'est une arnaque. Puis on le voit en plus, c'est envoyé via un numéro de portable, donc c'est pas du tout professionnel. Pour du coup, que ça vous parle plus, j'ai des exemples de montants de rançon qui ont été demandés à donner, que ce soit plus clair. Il y a une étude qui a été réalisée par le cabinet Osterman Research qui a en fait interrogé 175 organisations. Alors, ce que démontre principalement le rapport, c'est qu'en fait, les montants réclamés sont pas si énormes que ça, puisque les pirates ont conscience que plus ils demandent une somme qui est faible, plus elle sera facilement versée par l'entreprise. Donc, ils vont jouer sur ce volume-là pour avoir un maximum de rançons qui sont payées. Donc, ce qui est confirmé par le chiffre qui suit. Dans 49% des cas, les entreprises menacées se voient réclamer de moins de 1 000 euros. Voilà. Par contre, on a évidemment des cas de figure un peu plus à l'extrême, on va dire, parce que dans 16% des cas, on a des demandes de rançon qui dépassent les 10 000 euros, et puis dans 2% seulement des cas, des demandes de rançon qui dépassent les 50 000 euros. Voilà, pour être assez précis. Merci beaucoup Emmanuel, c'est vrai que c'est très parlant du coup de voir que les pirates vont, en fonction de la taille de l'entreprise, adapter leur montant. Donc ça, c'est vrai que c'est pour le Conska, donc c'est assez alarmant, il faut le dire. Ce qui est sûr, c'est que par contre, les entreprises ne vont pas faire machine arrière et on ne va pas pouvoir limiter l'utilisation d'Internet ou des applications métiers par les salariés. Du coup, Alexandre, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter ces risques? Voilà, je veux bien avoir votre avis. Tu peux me tutoyer. Ouais. Effectivement, si on revient aux besoins des entreprises, de nos clients, la problématique, c'est que du fait de la transformation numérique accélérée et puis notamment imposée par la crise sanitaire, l'utilisateur et l'entreprise va être obligé d'utiliser beaucoup de solutions hétérogènes. Donc, c'est-à-dire toujours plus d'applications, c'est plus de cloud, plus d'objets connectés, avant on n'avait qu'un ordinateur, aujourd'hui on a un ordinateur portable, un smartphone. Voilà, c'est toujours plus de portes ouvertes, on va dire, vers l'extérieur et toujours plus de portes ouvertes pour les cybercriminels. Alors avant, c'était simple. Avant, l'employé était dans l'entreprise, sur son poste fixe. Ils étaient connectés entre eux sur un réseau privé et ils avaient accès à des applications sur un serveur qui se trouvait dans l'entreprise. Aujourd'hui, on utilise plusieurs équipements. Donc, ça va du PC de l'entreprise, en passant par le smartphone et parfois même son ordinateur à la maison. L'utilisateur est également multisite, puisqu'il va aller se connecter sur le réseau de l'entreprise, mais il peut aussi se connecter sur sa connexion à Internet personnelle, chez lui, pour le télétravail, et puis aussi, par exemple, sur un Wi-Fi guest dans une gare. Donc, en fait, on lui présente plusieurs réseaux, alors qu'avant, il n'y en avait qu'un seul, c'était celui de l'entreprise. Et enfin, l'utilisateur jongle entre plusieurs applications. Elles se sont multipliées au fil du temps, donc l'application mail, le partage de documents dans le cloud, Teams, SharePoint. Et tout ça, c'est devenu une chaîne très complexe en fait à maîtriser en termes de sécurité. Alors, la contrainte des PME, aujourd'hui, nos clients ont conscience qu'il faut sécuriser en fait toute cette chaîne. Et la contrainte, c'est que souvent, l'entreprise n'a pas les compétences en interne pour pouvoir réaliser cette mise en place de sécurité. Elle n'a pas forcément le budget également. On le voit sur les chiffres qu'on vous présente. C'est également aussi l'obsolescence des systèmes qui ne permettent pas de mettre en place ces sécurités, la complexité aussi de l'infrastructure, et puis les procédures qui ne sont pas respectées par les utilisateurs. Donc, grosso modo, l'entreprise ne dispose pas de moyens humains et financiers ni de temps pour combler tous ces trous de sécurité. Et le responsable de l'entreprise, lui, ce qu'il veut, c'est assurer que ces données ne soient pas piratées.
Il y a quelqu'un qui a... Oui, on entend un micro. Il y a un micro qui n'est pas coupé. C'est bon. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'ouvertures à sécuriser. Et en fait, pour imager un petit peu cette problématique, c'est que toutes ces applications, tous ces ordinateurs, ces smartphones sont autant de serrures qu'il faut sécuriser pour sécuriser correctement une entreprise. Donc dans le top 5 des priorités de protection, on a dans un premier temps le poste fixe à 77%, ensuite le poste itinérant, les data centers sur site qu'il faut sécuriser, la téléphonie VoIP, donc la téléphonie par Internet, est à sécuriser également, et puis les sites distants. Donc voilà, si on ne sécurise pas toutes ces portes, c'est autant d'ouvertures disponibles pour les cybercriminels pour arriver à leur fin. Merci. Donc, on comprend bien effectivement cette nécessité de verrouiller un petit peu toutes les portes dont pourraient se servir les cybercriminels pour attaquer votre entreprise. Si maintenant, Emmanuel, vous aviez des conseils, on va dire, basiques ou les plus simples à mettre en place pour les entreprises, qu'elles puissent le mettre tout de suite en partant de ce webinaire en place dans leur entreprise, quels seraient ces conseils? Effectivement, Gaëlle, alors j'en ai sélectionné 10 qui sont vraiment, vraiment faciles à mettre en place et peut-être déjà, j'imagine, quand même déjà connus pour certains d'entre vous. Alors, le premier serait d'utiliser évidemment des mots de passe de qualité. Donc ça, on vous le demande très souvent maintenant sur n'importe quel organisme ou site sur lesquels vous vous inscrivez, à savoir mettre au moins 10 caractères minimum, une majuscule, un chiffre, 2 chiffres et des symboles. Donc ça, c'est assez courant. Deuxièmement, avoir un système d'exploitation et des logiciels qui soient à jour. Donc pour ça, on entend tout ce qui est navigateur, antivirus, bureautique, pare-feu personnel, etc. Ça, c'est pas forcément réalisé par tout le monde et c'est en effet une grosse faille de sécurité puisque les agresseurs recherchent souvent ces failles-là, ces ordinateurs qui sont pas mis à jour pour pouvoir s'introduire dans une société. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose à systématiser auprès de vos collaborateurs. Troisièmement, évidemment, effectuer des sauvegardes régulières et externalisées. Donc, c'est un des premiers principes de défense, pour pouvoir riposter et réagir face à une attaque, c'est d'avoir ces sauvegardes pour pouvoir continuer à travailler. Donc, ça peut être de manière basique des sauvegardes sur des disques durs externes, mais aussi si on rentre un peu plus après dans le vif du sujet, on peut prévoir avec nos experts chez SFR des plans de reprise d'activité. Ça nécessite une audit, évidemment, rendez-vous avec nos experts pour en parler et chiffrer ça. Ensuite, évidemment, vous connaissez tous les ActiveX ou JavaScript qu'on propose systématiquement quand on veut ouvrir des fichiers. Le mieux, c'est de désactiver effectivement par défaut ces composants-là parce qu'ils vont présenter un risque en fait de prise de contrôle à distance. Donc, il faut simplement les choisir nous-mêmes de les activer quand on les veut et qu'on estime être sur un site qui est de confiance. Cinquièmement, ne pas cliquer trop vite sur les liens. Pareil, ça paraît aussi basique et bateau, mais c'est une des attaques classiques qui se produit, qui vise à tromper l'internaute en fait pour lui voler des informations personnelles et donc à l'inciter à cliquer sur un lien qui va être placé dans un message. Et ce lien, effectivement, peut être trompeur et malveillant. Donc, plutôt que de cliquer sur celui-ci, il vaut mieux saisir soi-même l'adresse dans la barre de recherche, dans la barre d'adresse du navigateur. Et ainsi, de nombreux problèmes pourront être évités. En 6e position, on parle de ne jamais utiliser un compte administrateur pour naviguer. Effectivement, il faut toujours créer 2 profils. Un profil utilisateur, donc là, on va mettre le minimum, à savoir le surf, les mails, et donc limiter les accès aux fichiers importants de l'entreprise, évidemment. Et puis un compte administrateur. 7e, ne jamais laisser des données personnelles sur des sites. Je m'explique, par exemple, quand on va sur des forums, quand on va commander sur des sites, peu importe, sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, toutes ces données-là, pareil, c'est des failles dans le système et ça peut être utilisé contre vous. 8e, ne jamais relayer des canulars, on va dire, par exemple des types chaînes de lettres, porte-bonheur, des appels à la solidarité, des alertes virales, etc. Ça, il faut faire très attention parce qu'il y a souvent des pièces jointes
Et en fait, c'est ces pièces jointes qui permettent aux hackers de prendre la main sur vos ordinateurs et de faire des attaques DDoS. D'ailleurs, Alexandre, si tu peux juste nous rappeler ce qu'est une attaque DDoS pour être clair. Bien sûr. Alors, une attaque DDoS, c'est une attaque qui consiste à identifier dans votre entreprise une machine qui aurait une faille, par exemple une imprimante. Et depuis l'extérieur, le hacker va envoyer des milliers et des milliers de requêtes sur cette imprimante, ce qui va avoir pour but de saturer votre lien Internet et du coup, il sera plus utilisable pour vous puisqu'il sera en permanence utilisé par ces requêtes qui viennent de l'extérieur et vous ne pourrez plus l'utiliser pour votre entreprise, pour votre métier. Merci. En 9e position, on a l'usurpation d'identité des personnes de votre entourage. Alors, je vais donner une petite anecdote qui peut-être va parler à certains d'entre vous. Vous pouvez recevoir parfois des mails de quelqu'un voilà, que vous connaissez très bien, de votre entourage, avec un message un peu alarmant, un peu pressé, qui va vous demander d'aller vous rendre, par exemple, dans un bureau de tabac pour acheter une carte prépayée voilà, d'un montant qu'ils vont vous donner. Ça arrive aussi très fréquemment. Et c'est une arnaque, en fait, évidemment, il ne faut jamais y répondre. C'est un moyen d'usurper une identité d'une personne. Donc ça, c'est très, très grave aussi. Donc, il faut faire très attention et plutôt appeler la personne en question directement pour s'assurer qu'elle n'a pas de problème, évidemment, et du coup, éviter cette arnaque. Et enfin, donc en dixième conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être vigilant, évidemment, avant d'ouvrir une pièce jointe dans un courriel. Parce que derrière un point PDF, il y a souvent un point exe. Et lorsqu'on clique dessus, ça va lancer en fait un exécutable qui va évidemment s'infiltrer sur votre ordinateur. Donc il faut vraiment faire attention pour limiter encore une fois le risque de fuite d'informations. Donc voilà, donc ça c'est des conseils que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui très facilement dans vos entreprises. Après, on va en parler par la suite, évidemment des offres qui permettent de sécuriser tous vos accès de manière plus poussée qu'il est important de connaître. Voilà. Okay, merci beaucoup Emmanuel pour ces bons conseils. Donc effectivement, on trouvait ça important de pouvoir vous résumer en 10 points, on va dire, concrets et faciles à mettre en place dans votre entreprise, des règles de sécurité de base. Bien entendu, on vous invite à relayer ces informations auprès de vos salariés parce que c'est aussi eux qui doivent être conscients en fait de ces règles de sécurité. Et maintenant, Alexandre, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les offres un peu plus spécifiques que propose SFR pour accompagner les entreprises dans leur gestion du risque cyber? Parfaitement. Alors, pour simplifier, l'entreprise doit protéger, on va dire, 3 choses. La première des choses sont les équipements qui sont utilisés par les collaborateurs, donc les PC, les smartphones, les tablettes. Elle doit également protéger sa connexion vers l'extérieur. Donc là, on va parler plutôt des liens Internet, qu'il va falloir sécuriser. Et puis, elle doit également protéger les données et les applications qui se trouvent à l'extérieur, donc dans le cloud. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter, les solutions de sécurité chez SFR, mais SFR a sélectionné des partenaires pour pouvoir répondre et sécuriser ces 3 piliers de l'entreprise. L'avantage de passer par SFR Business, c'est que ces solutions sont simples d'utilisation et simples d'exploitation. Elles sont aussi également, on va dire, fournies clé en main et puis elles bénéficient du support expert d'SFR. Pour vous donner un exemple, on a la solution, ce qu'on appelle GST, gestion sécurité des terminaux. Donc, ça s'adresse plus au téléphone mobile. Et c'est, on va dire, une solution qui permet par exemple, d'effacer un téléphone à distance quand il est volé. Ça permet également aux responsables de l'entreprise de n'autoriser que certaines applications à être téléchargées sur le téléphone mobile. Donc, c'est vraiment la gestion de la flotte mobile. Et aujourd'hui, même, on a des solutions qui permettent à la fois de gérer cette flotte mobile et de gérer le parc informatique avec la même application. Et justement, je te coupe, Alexandre. Pour rebondir sur ce que je disais juste avant, ça permet aussi de gérer en masse tout ce qui est mis à jour. Je le disais tout à l'heure, c'est hyper important. Ces solutions de gestion de flotte, donc effectivement,
on appelle ça les devices, donc tout type d'appareils qui peuvent être connectés, donc ordinateur et mobile, et ben, on va pouvoir aussi gérer ces mises à jour en masse, qu'elles soient faites automatiquement. Ça enlève un poids aussi pour le gestionnaire de flotte. On a également des solutions d'antivirus, ce qu'on appelle la sécurité du endpoint. Donc c'est le point terminal, hein, donc l'ordinateur. Alors on travaille avec plusieurs éditeurs et on sait s'adapter en fonction de l'infrastructure qui est déjà en place chez nos clients. Et puis on a aussi l'offre, par exemple, 6 Evolution, qui est une offre en fait de firewall. Un firewall, qu'est-ce que c'est? C'est un mur entre l'accès Internet et l'accès Internet de l'entreprise et l'extérieur qui gère la sécurité. Donc on ouvre des droits, on met en place des VPN sécurisés si nécessaire. C'est ce qui permet aussi, par exemple, de faire le télétravail en toute sécurité, puisqu'on monte des VPN avec les ordinateurs de la maison. Donc voilà un petit peu, et toutes ces solutions sont disponibles chez SFR. Okay. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation des différentes solutions. Donc, bien entendu, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou mettre en place ce type de solution, vous pouvez contacter directement SFR. Donc, soit Emmanuel, soit Alexandre. J'imagine on pourra vous donner les coordonnées du coup par le chat ou à la fin du webinaire dans le replay. Donc, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire qui était effectivement supposé durer une trentaine de minutes. Donc, pour revenir sur le contexte, donc, je rappelle que SFR, c'est un partenaire du service achat. Donc, le service achat, c'est le service mis en place par SFR il y a maintenant 3 ans qui vous permet de bénéficier d'accords cadres négociés chez plus d'une trentaine de partenaires. Donc, en l'occurrence, du coup, chez SFR, on va avoir des accords négociés sur 2 axes. Le premier, c'est la téléphonie mobile et l'autre, la téléphonie fixe. Donc, pour vous donner, par exemple, quelques exemples de forfaits négociés grâce à nos solutions, donc, on va avoir notamment le forfait performance à 10,92 € par mois qui inclut donc appels, SMS, MMS illimité et également 20 gigaoctets d'Internet, donc quasiment Internet illimité. Et également donc, le forfait Access, donc là qui se positionne à 4,92 € par mois et qui inclut appels, SMS, MMS illimité avec 1 gigaoctet d'Internet. Donc, sur la téléphonie fixe, également, on a différentes offres disponibles. Donc, pour vous en citer quelques-unes, par exemple, on va avoir 16% de remise sur les abonnements Business IP absolu et 11% sur les abonnements illimités. Et bien entendu, donc l'ensemble des conditions tarifaires négociées sont disponibles sur la plateforme en ligne du service achat. Donc, je rappelle donc l'adresse qui est donc en bas de cette slide qui est http://achat avec un s.dlr.fr. Donc, sur cette plateforme, en fait, vous allez retrouver l'ensemble des conditions tarifaires négociées et également la possibilité de se mettre en relation avec un partenaire très facilement en cliquant justement sur le bouton « Bénéficier des conditions ». Donc, si je reprends un petit peu la présentation du service achat, à aujourd'hui, vous disposez d'une trentaine de fournisseurs qui sont référencés sur ce service, qui sont répartis en 5 catégories. Donc, la première, c'est les consommables de bureau. Donc, on va retrouver les partenaires sur les fournitures de bureau et également les imprimantes, etc. Deuxième catégorie, c'est la gestion RH. Donc là, on va avoir les cartes tickets restaurants, les chèques cadeaux et également, qui est très important pour vous, l'intérim. Catégorie véhicule, donc là, on va être sur l'achat, la location ou les pneumatiques. Maintenance des locaux, donc là, on va être sur le contrôle, par exemple, des normes incendie ou bien des installations électriques. Et enfin, dernière catégorie, sur les fournitures d'atelier, on va retrouver des partenaires sur la visserie, etc. En moyenne, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que les adhérents qui passent par ce service achat réalisent donc en moyenne 27% d'économie, ce qui est non négligeable, et ce qui, outre le gain financier, vous fait également gagner du temps au quotidien, parce qu'en fait, du coup, en passant par les accords négociés pour vous par votre fédération, vous n'aurez pas à les négocier vous-même avec le partenaire en question. Donc, du coup, je l'ai rappelé à la slide précédente, mais on a mis à disposition une plateforme digitale qui est très pratique. Vous avez donc des différentes catégories, un moteur de recherche, et sur cette plateforme, du coup, vous pouvez consulter l'ensemble des partenaires, ce qu'ils font, les conditions tarifaires négociées, et également être mis en relation avec ces partenaires. Et bien entendu, on garde notre service adhérent qui est joignable toute la semaine de 8h30 à 18h et qu'on vous invite à contacter, que ce soit pour une question sur un partenaire en particulier ou bien pour être mis en relation. Donc voilà, donc il est 11h31, donc on est parfaitement dans les temps. Nous, on arrive à la fin de ce webinaire et ce qu'on va vous inviter, c'est à prendre la parole pour poser directement vos questions ou bien utiliser le chat pour pouvoir les poser directement. Donc voilà, place aux questions.
On a été efficace, c'était clair. Alors, si le temps que potentiellement vous puissiez vous poser vos questions plus spécifiques, surtout, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur donc des conseils, des situations concrètes devant vos entreprises où vous souhaiteriez avoir plus d'informations, ou bien même sur nos accords au service achat, ou vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis en attendant, du coup, dans les questions souvent posées, donc là on a beaucoup parlé un petit peu des règles basiques à mettre en place, de ce qui peut être fait en termes d'accompagnement par SFR par exemple. Mais du coup, en cas de cyberattaque, concrètement, qu'est-ce que doit faire une entreprise si elle est face à un ransomware ou à un phishing? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur quelles sont les bonnes pratiques pour réagir face à ce type d'attaque? Alors, la première, je ne sais pas, Emmanuel, je me permets de répondre. Je t'en prie, vas-y. La première des choses, c'est effectivement, alors on n'en a pas parlé dans les slides qu'on a présentés, mais il est important pour une entreprise d'avoir une sauvegarde de données. Donc, déjà, la première des choses quand on subit une attaque, c'est de ne pas payer. Il ne faut pas payer les cybercriminels, parce que d'une, ça les encourage, et de deux, ça ne vous assure pas de récupérer vos données. Donc, ne pas payer. Quand on a une sauvegarde, on coupe l'accès à Internet, on restaure nos données avec la sauvegarde. Et puis, la dernière étape, c'est d'aller porter plainte, puisqu'il faut répertorier ces attaques. Et comme il y en a de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de services disponibles pour les entreprises qui se font attaquer au niveau cyber. Et il faut faire confiance à ces services qui permettent d'aller attraper les hackers. Ok. Donc, du coup, même si c'est une rançon, par exemple, de 1 000 € qui peut être facilement payée par l'entreprise, vraiment, le conseil, c'est de ne rien payer et d'utiliser la sauvegarde. Surtout ne pas payer. Ok. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions via le chat. Est-ce que, vraiment, on vous encourage à poser toutes vos questions. Sinon, moi, je vais en profiter pour... Alors, peut-être que parmi les personnes qui nous suivent, peut-être que certaines ont eu une attaque déjà. Est-ce que vous avez déjà subi une cyberattaque? En fait, Hervé Rebolo, DLR, en fait, ce que j'observe là depuis quelque temps dans le secteur, on a eu plusieurs intrusions dans des échanges avec de fausses adresses mail entre des entreprises qui achètent du matériel à l'étranger, en République tchèque par exemple, et donc leurs fournisseurs, où on a eu des cas de pirates qui sont introduits dans ces échanges-là. Et la catastrophe a été, on parlait de plusieurs millions d'euros de montant d'achat. Une catastrophe a été évitée uniquement parce qu'à un moment, une comptable s'est étonnée de voir passer une commande avec des montants. Oui. C'était hors procédure habituelle. Et la personne a posé la bonne question. Et l'entreprise est horrifiée de se dire si la comptable n'avait pas à un moment posé la question, s'était pas interrogé, il plongeait pour à peu près 900 000 € d'achat. Et ils ont développé, l'entreprise a donc rappelé son fournisseur en République tchèque en disant on ne va plus échanger que sur WhatsApp. Ils ont créé entre le fournisseur et eux un groupe WhatsApp et ils continuaient d'échanger via leurs adresses mail et ils voyaient en direct les pirates s'interposer dans les échanges mail que contrevalider sur le groupe WhatsApp. C'était incroyable. Donc, ils y ont passé un temps, ils se sont fait peur. Bon, voilà. Et puis, deuxième commentaire, plutôt un commentaire, pardon. Vous l'avez peut-être pas dit ou alors j'ai mal entendu, mais en fait, il n'y a pas de solution définitive. C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas d'acheter un logiciel de protection, je dis n'importe quoi, et de se dire, ça y est, je suis à l'abri. C'est en fait une vigilance permanente qu'il faut avoir, je suppose. Il n'y a pas de produit miracle sur cette problématique. Alors, il y a, tout à l'heure, on l'a évoqué, il y a quand même les 3 piliers qui sont à sécuriser, à la fois les utilisateurs, le lien Internet et puis les applications qu'on va utiliser, enfin tous les services qu'on va utiliser dans le cloud. Mais effectivement, les hackers se mettent à jour, comme les systèmes informatiques, et je ne dirais pas qu'ils ont une longueur d'avance, mais
c'est compliqué d'être vraiment à la pointe de la sécurité. Mais en multipliant tous ces axes et en sécurisant les trois piliers, on arrive quand même à éviter pas mal d'attaques. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est typiquement du phishing, hein, c'est-à-dire on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas les prendre pour des personnes qui sont sans connaissance, hein, les hackers. Ils savent rechercher sur Internet, sur société.com, récupérer le nom du gérant, créer une fausse adresse mail avec nom, prénom du gérant, et puis se faire passer pour lui pour donner un ordre à quelqu'un de faire un virement. Donc effectivement, il y a aussi l'humain à prendre en compte, hein. L'humain qui est toujours derrière son ordinateur et puis qui peut lui aussi faire des bêtises. Mais effectivement, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on vous a donné les 10 tips, les 10 petites règles de bon sens à respecter pour éviter de se retrouver dans cette situation. J'ajouterais même qu'il y a deux choses à mettre en place pour assurer un maintien du niveau de sécurisation. Effectivement, c'est d'informer les collaborateurs régulièrement, voilà, là, comme les 10 conseils qu'on a donnés type, mais des bonnes actions à mener, enfin des bonnes pratiques, pardon. Et surtout, en fait, par exemple, SFR le propose, mais on peut réaliser des audits régulières pour voir estimer son niveau de sécurité. Ou son niveau de sécurisation plutôt. On a même des logiciels qui existent qui permettent d'aller vérifier certaines IP de manière aléatoire, voilà, pour tester le niveau de sécurité. Donc ça, on le propose aussi notamment chez SFR. Ça s'appelle CyberCheck. Et voilà, on peut analyser des IP au hasard et voilà, avoir déjà un niveau de suivi de sa sécurisation. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à être mis en relation par nos conseillers partout en France, hein, dans les agences SFR Business, et pour pouvoir estimer aujourd'hui votre niveau de sécurisation et ce qui pourrait potentiellement être mis en place demain. Voilà, alors on lisait sur le chat, les arnaques au président, c'est exactement ça, hein, se faire passer pour le président de l'entreprise. Ils savent bien faire ça. Alors là, c'est de la vigilance. Alors déjà, bon, s'ils ont réussi à intercepter vos communications, ça veut dire qu'il y a déjà eu une intrusion dans l'entreprise. Alors tout à l'heure, Emmanuel parlait des chaînes qu'on relayait à une époque. Et je pense que ça date de ça. Et il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été hackées. Et puis, ces petits logiciels malveillants étaient en sommeil jusqu'au jour où on l'utilise pour faire une arnaque au président. On l'utilise pour faire une attaque DDoS parce ils ont réussi à se connecter sur l'imprimante. Voilà, alors faut aussi que l'humain fasse très attention à ce qu'il fait avec son ordinateur, pas mettre de clé USB. Alors, on a aussi un service qui rentre dans les entreprises, un service de hacker, et qui va essayer de rentrer dans les entreprises, voir où se trouvent les failles, et puis ensuite on vous délivre un rapport. On peut aussi venir dans l'entreprise, déposer une clé USB sur un bureau, et on se rend compte que il y a toujours quelqu'un qui va la prendre et puis qui va la mettre dans l'ordinateur de l'entreprise. Donc tout ça, c'est aussi, je pense, aux responsables informatiques et puis aux responsables des entreprises d'être les garants en bon père de famille sur ce point-là. Même, il n'empêche que concernant la clé USB, les solutions de GST, de gestion sécurité des terminaux, peuvent permettre de contrer ça, puisque cette solution qui permet d'installer des applications uniquement spécifiées par l'entreprise, on peut aussi empêcher de se connecter sur certains réseaux Wi-Fi. On peut en mettre qu'un seul ou deux sur l'ordinateur d'autoriser. On empêche la connexion sur les ports USB. Voilà, on empêche l'écriture. Créer de l'authentification aussi. Du coup, oui. vous a posé, j'ai vu, il me semble, la question un peu plus haut. Créer une authentification d'utilisateur. Exactement. Il y a cette solution aussi, le mettre en place. De Mathieu Perron. Exactement. Voilà. Sur la partie 6 évolutions, d'autres exemples, je vais vous donner peut-être des fonctionnalités, c'est peut-être plus parlant que le nom de l'offre. 6 évolutions, les fonctionnalités, c'est du firewall. Dans notre offre de firewall, on a ce qu'on appelle le sandboxing. Le sandboxing, c'est quoi? C'est je reçois un mail avec une pièce jointe. Et en fait, il y a un petit robot
dans ce firewall qui va ouvrir la pièce jointe dans un bac à sable, c'est pour ça que ça s'appelle sandboxing, et puis qui va voir comment se comporte la pièce jointe. Est-ce que cette pièce jointe, c'est juste une image et puis finalement c'est figé, c'est juste de la consultation, ou alors est-ce que cette pièce jointe, eh ben, on voit qu'elle a un comportement un peu bizarre, elle va aller chercher des informations à des endroits où il ne faudrait pas, et puis là, bah, ça bloque le mail. S'il n'y a rien de frauduleux, ça laisse passer le mail. Le sandboxing, c'est ça. L'authentification, par exemple, aussi sur le 6 Evolution avec le VPN, en fait, l'utilisateur qui est en télétravail, il installe un logiciel sur son ordinateur, ce qu'on appelle un VPN, un client VPN. Et puis, ce client VPN, c'est l'authentification pour l'entreprise de dire, bah oui, je suis bien le télétravailleur X qui vient me connecter sur l'entreprise pour pouvoir aller chercher mes données. Ça aussi, ça fait partie de l'offre 6 Evolution. Très simple à mettre en place. Hein. Ça, c'est un peu du basique. Et je vois qu'il y a deux questions pour avancer un peu je vois que le temps avance justement. On nous demande déjà, est-ce que la solution WhatsApp grand public est sécurisée? Alors, nous, on n'est pas, on travaille pas chez WhatsApp, voilà. Mais effectivement, elle a cette réputation-là de crypter au moins toutes les communications. Alors, crypter, ça ne veut pas forcément dire sécuriser. Parce que crypter, ça veut juste dire que ce que je dis est déformé pour que personne ne puisse le lire. Mais ça ne veut pas dire que personne ne peut se connecter sur mon téléphone. Donc attention, moi je mets des pincettes. Je vous dis, hein, on ne travaille pas chez WhatsApp, mais effectivement, elle a cette réputation de au moins crypter les communications, et ce qu'on échange au travers de WhatsApp ne peut pas être compris par quelqu'un d'autre. Et ouais, on a une autre question. On nous demande, je parlais tout à l'heure d'audit, pour un bon suivi, combien de fois devrait-on à minima faire un audit ou un test donc pour se protéger au mieux? Et est-ce compris dans les packages des offres de sécurité que vous proposez? Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je dirais qu'un test par mois, c'est très bien parce qu'un jour, on peut être tranquille et puis si on laisse 6 mois passer et qu'on ne reteste pas, ça peut être problématique. Alors, tout à l'heure, Emmanuel parlait du cybercheck. Le cybercheck, c'est en fait un robot qu'on va lancer sur une des IP de votre entreprise, une IP publique, j'entends, hein, qui est positionnée sur votre lien Internet. Et puis, ce robot, il va aller regarder où est-ce qu'il y a des failles, si vos switches sont mis à jour, si le serveur Windows est mis à jour, voilà. Et puis on va vous délivrer un rapport ce qu'on appelle de vigilance, qui va vous donner comme information de dire bon bah voilà, sur votre serveur vous n'avez pas mis à jour cette application, et ben là il y a un risque, il y a un risque de cyberattaque. Et puis charge à vous de prendre ce risque ou alors d'apporter le correctif. Après, elles sont pas, ces offres de cyber-check ne sont pas comprises dans nos offres, par exemple de 6 Evolution, qui est l'offre de firewall, de sécurisation du lien. Elles ne sont pas comprises, c'est une brique complémentaire. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, le cyber-check, alors j'ai un trou de mémoire là, c'est 20. Alors, si on prend plusieurs adresses IP, ça dépend le nombre qu'on veut faire suivre, analyser. C'est de l'ordre entre une dizaine, entre 10 et 20 euros par mois pour le mettre en place. Donc, c'est pas non plus énorme quand on voit les impacts que peuvent avoir les cyberattaques. Je trouve que c'est plutôt raisonnable et important. Voilà, alors ce test de hacking n'est pas compris dans notre offre de sécurité 6 Evolution. Par contre, ce qui est compris dans le 6 Evolution, comme c'est en mode abonnement, c'est toutes les mises à jour. Je vous donne un exemple. Alors, il n'y a pas du tout de secret. On travaille avec Fortinet, c'est notre partenaire sur la partie firewall. Fortinet, c'est un des leaders mondiaux de la sécurité. Et ils ont des machines installées un petit peu partout dans le monde. Et imaginons, il y a un virus qui est détecté, je ne sais pas moi, en Inde ou en Chine. Et quand il y a la résolution de ce virus, la résolution est implémentée sur toutes les machines Fortinet dans le monde en une demi-heure. Donc ça veut dire que le temps que le virus, que quelqu'un s'en empare et puis qu'il l'utilise contre vous, ce temps-là, faut qu'il soit inférieur à une demi-heure. Donc on est plutôt bien protégé avec
avec notre partenaire Fortinet. Et puis voilà, comme on a un système qui est toujours à jour, et ben, les nouvelles attaques, les nouveaux types d'attaques qui peuvent sortir, on en est quand même prémuni avec ce type de système. Alexandre, une question forcément mauvaise. Prenons une entreprise d'une trentaine, quarantaine de collaborateurs avec 2 ou 3 sites. Oui. Qu'est-ce qu'il faut imaginer budgétairement pour, entre guillemets, se mettre à l'abri? Est-ce que ça va me coûter 1 000 € par mois, 5 000 € par mois, 400 000 € par mois? Ma question est forcément mauvaise parce qu'une estimation comme ça va être forcément à la louche. Mais essayez de nous chiffrer quelque chose, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un peu comme les assurances. Une assurance, on peut être assuré au tiers ou on peut être assuré tout risque. Et ce n'est pas le même tarif. Alors après, ça dépend si on a peur, pas peur, mais sans aller jusqu'à la protection ultime, je mets tous les appareils sous surveillance et ainsi de suite. Sur une entreprise multisite, la première des choses que je proposerais déjà, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un VPN MPLS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une interconnexion privée entre les sites de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise de 3 sites, je connecterai les 3 sites par des liens privés. Et au lieu que chaque entreprise aille sur Internet et puis gérer la sécurité sur chaque site, je ferai ce réseau MPLS et je ferai qu'une seule sortie Internet pour tout le monde. Ça a un avantage, c'est que tout le monde a la même règle de sécurité. Quand je dis tout le monde, c'est tous les sites. Après, chaque utilisateur peut avoir des droits spécifiques sur la sortie Internet, mais au moins, tout le monde est sous la même emprise. Sécuritaire, j'entends. Et puis, toutes les informations qui circulent à l'intérieur des 3 sites sont cryptées, un petit peu comme WhatsApp tout à l'heure. Je vous disais, les informations sont cryptées, donc c'est plutôt sécurisé. Donc, je sécurise l'échange des données entre mes sites et je sécurise la sortie et l'entrée sur Internet puisque j'ai qu'un seul point de sécurité à mettre en place. Je commencerai par là. Alors, par exemple, pour chiffrer ça, on prend une entreprise qui a 3 sites, on va dire un site de production, un site administratif, et puis je ne sais pas moi, un entrepôt. L'entrepôt, il n'a pas besoin forcément d'une connexion Internet assez importante, quoique s'il y a des colis, s'il y a de la gestion de la logistique, bon, on va partir sur un cas simple. On va dire, bon, on va mettre du 100 mégas symétrique partout. 100 mégas symétrique, c'est une offre qui est très bien placée chez SFR quand on est sur notre réseau en propre, parce que vous le savez, on déploie notre propre réseau fibre. On va être aux alentours, si on est dans la bonne zone, on va dire de 400 € par mois, enfin entre 350 et 400 €. Allez, je vais faire une grosse louche, je vais dire 400 €. 400 €, ça fait donc 3 fois 4 200 €. La sortie Internet, pareil pour du 100 mégas, il faut compter 300 €. Voilà, on va dire que pour 1 500 €, on peut mettre en place ce réseau sécurisé et puis une solution de firewall en cœur de réseau qui permet de sécuriser la porte d'entrée, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maillon sécurité Internet, réseau Internet. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais voilà, moi, la première des choses que je mettrai en place pour sécuriser une entreprise multisite. Ça reste un budget tout à fait abordable. On est bien d'accord, on parle d'un budget annuel, on n'est pas sur une mensualisation. Ah, alors si, parce que je parlais de feed après, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, oui, c'est mensuel, pardon. C'est ce que moi j'allais rajouter du coup. Là, Alexandre est plutôt à la hausse, enfin dire en termes d'échelle de prix, parce qu'il est parti du principe que les 3 sites seraient sur ce qu'on appelle une fibre dédiée. Donc ça veut dire un lien qui est dédié à votre entreprise, personne d'autre se connecte dessus. Donc on est sur du très confort, voilà. Mais vous pouvez très bien faire ce réseau sécurisé, privé, sur des liens type fibre mutualisée, voilà, plutôt donc en termes de prix. En dessous de 100 € là. En dessous de 100 € le lien, voilà, alors que là on était à 400. Donc on peut tout à fait, mais c'est pour ça que c'est dur de vous donner un chiffrage comme ça, parce qu'on s'adapte vraiment aux besoins de chaque entreprise et chaque site. Et chaque prix est différent. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas à quelques centaines d'euros par mois. Quand on veut être efficace, il faut avoir une ligne budgétaire digne de ce nom-là dans le budget de l'année qui vient, quoi. C'est pour ça, il faut faire appel à nous pour faire un devis, en fait. Oui, on est obligé de, voilà.
C'est pour ça que j'ai précisé que ma question était forcément mauvaise, parce que C'est ça. il n'y a pas de réponse universelle à ça, mais c'est intéressant de se dire oui, on est en milliers d'euros, ça se pense budgétairement, ça s'improvise pas, on ne pense pas 15 000 euros comme ça, parce que tout à coup, enfin, si on peut le faire, mais c'est une vraie réflexion budgétaire. Merci. Voilà, et puis une entreprise qui va pas avoir beaucoup de nomades. Il y a des entreprises spécialisées dans la prospection commerciale où il va y avoir beaucoup de commerciaux, ça veut dire beaucoup de nomades, beaucoup d'ordinateurs à l'extérieur. Et là, on imagine bien que pour sécuriser tous ces ordinateurs qui sont un petit peu partout, bah, la solution, il faut qu'elle soit plus performante en analyse et de l'analyse en permanente. Donc, c'est des solutions qui va coûter plus cher qu'une entreprise qui est plutôt, on va dire, sédentaire. Voilà. Mais chaque cas s'étudie et puis, nous, on a pour habitude de mettre en place des architectures dédiées à nos entreprises. Alors, même si ce sont ce qu'on appelle des offres sur étagère chez SFR, c'est-à-dire en mode abonnement, avec un catalogue tarifaire, des accords avec les accords cadres qu'on peut avoir. Mais il n'empêche que ces offres sur étagère, on peut les adapter, les bundliser entre elles pour arriver à une solution qui convient parfaitement à l'architecture de nos clients. Alors moi, j'aurais juste une dernière question pour les personnes qui participent au webinaire. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous avez déjà ce type de solutions qui sont mises en place? Est-ce que c'est des réflexions que vous avez actuellement? Ça nous intéresserait de savoir quelle est votre maturité par rapport à ces sujets et si vous pouviez utiliser le chat ou bien prendre la parole, ce serait intéressant pour nous de savoir si il y a un sujet qui vous tient à cœur et ce que vous faites actuellement. Ok. Oui, bonjour. Bonjour. Christophe Géin de JCB Liomat. On est sur le quart sud-est de la France et effectivement, ça fait partie des points de focus depuis 3-4 ans. On a mis en place les différentes briques dont vous parlez les unes après les autres. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié de mettre en place la sauvegarde il y a 6 mois. Et donc, on l'a mis en place en urgence. Et malgré tout, maintenant, on est dans la phase suivante, c'est qu'on se dit probablement, techniquement, on a mis en place ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on forme les gens. Que, comme vous le disiez, on a quand même l'humain, malgré tout, avec le phishing, on se rend compte qu'on a des problématiques de gens qui cliquent n'importe quoi. Et donc là, étape suivante, c'est une réflexion sur la formation des gens. On est en discussion avec des prestataires qui font de la formation au phishing, avec des outils aussi qui permettent de faire du tracking et de dénoncer le phishing, de faire du faux phishing au personnel et de leur régulièrement pour leur dire et voir s'ils tombent dans le panneau et les alerter. Mais c'est un vrai souci, quoi. Vous êtes déjà bien, c'est déjà très bien. La bonne démarche, c'est exactement ça. Il y a la partie équipement qui est importante, mais c'est aussi l'humain qui est là au milieu de tout ça. Et lui aussi, il a besoin de mise à jour et de mise à niveau sur les nouvelles cyberattaques. Donc, c'est très bien si vous mettez en place des formations pour vos collaborateurs, c'est une très très bonne chose. Effectivement, je vois que Dimitri est très bien équipé, puisque réseau MPLS, parfait WatchGuard, EMM pour les mobiles, sauvegarde avec rotation sur 2 semaines, plus mensuel local, PCA, PRA. Alors là, c'est ceinture bretelle, c'est parfait. Et parachute. Et puis, on a Stéphane qui nous demande, avez-vous une proposition d'accompagnement pour la construction de PCA, PRA? Donc évidemment, j'en parlais tout à l'heure, en sollicitant nos groupes commerciaux régionaux, j'allais dire. Ils seront accompagnés d'experts dans ces solutions-là qui viendront avec eux. Et évidemment, ça nécessite un vrai accompagnement. Donc, on le propose sans problème. Alors, c'est juste pour donner le nom de la solution chez SFR, de PCA PRA. La solution s'appelle Cloud Agility. C'est en fait une plateforme qui se trouve
dans nos data centers, redondés sur 2 data centers SFR, à Courbevoie et Val-de-Reuil. Et là, vous avez une image, on va dire, de votre infrastructure serveur qui se trouve dans le cloud SFR sur ces 2 plateformes. Et pourquoi on parle de PRA, de plan de reprise d'activité, c'est-à-dire que s'il y a des data centers qui tombent, il y a l'autre qui est déjà prêt. Et puis vous avez, c'est complètement transparent pour vous, puisque tout est dans le cloud. Vous vous connectez sur vos infrastructures dans le cloud. Et puis comme il y en a 2, ça fonctionne en permanence. Voilà. Et le PCA, plan de continuité d'entreprise, en général, c'est vous avez votre infrastructure chez vous, en dur, dans votre salle informatique, et puis une réplication dans le cloud. Et si celle en dur chez vous tombe en panne, vous avez le cloud qui est là pour prendre la continuité et vous préserver d'une panne générale sur votre infrastructure. Ou alors d'une cyberattaque aussi sur l'infrastructure dans l'entreprise. Donc oui, ça existe chez SFR. Rapprochez-vous de vos interlocuteurs locaux. On pourra, nous, dans la newsletter qui sera sur le mois de février, vous redonner les noms des contacts à contacter en région, du coup, pour que vous puissiez vous rapprocher de la bonne personne le plus proche de votre zone géographique. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste quelques minutes avant qu'il soit midi. Non, tout le monde a faim, je crois. Voilà. Dans ce cas, je vous remercie tous pour votre participation. Donc, bien entendu, on reste disponible. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur l'offre service achat, sur la cybersécurité avec donc des offres spécifiques SFR, on est là pour vous accompagner dans vos besoins. Et du coup, merci à vous. Puis bon appétit. Merci à tous. Beaucoup.